Parlons d'Europe reçoit aujourd'hui Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'université François Rabelais à Tours, spécialiste de droit de l'Union européenne. Pierre-Yves Monjal, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui nous parler d'un grand problème, d'un grand sujet, qui est la citoyenneté européenne. Alors le mot problème n'est pas vraiment bien choisi, c'est un grand sujet. Alors nous sommes citoyens français, anglais, allemands, polonais, mais en plus nous sommes citoyens européens et finalement nous ne connaissons pas bien cette citoyenneté-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'abord ? Alors on peut en dire, à mon avis, énormément de choses. Nous pourrions peut-être commencer par cela. Dans l'Union européenne, 24 langues officielles, 28 États, 500 millions de citoyens, des cultures juridiques, historiques, politiques très différentes. Et pourtant, nous avons tous un point commun, c'est que nous sommes tous citoyens européens. C'est déjà un premier constat. C'est un constat qui n'est pas anodin. Effectivement, sur nos passeports, il y a marqué Union européenne et finalement, personne ne fait très attention, mais il y a Union européenne, République française en dessous. Donc, c'est inscrit dans le marbre de nos passeports. Alors, qui a décidé un jour que les citoyens européens auraient une citoyenneté européenne ? Alors, c'est les rédacteurs du traité de Maastricht, qui a été adopté en 1992, qui est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Et le traité de Maastricht, très important, il institue l'Union européenne, il programme le passage à la monnaie unique et il institue aussi une citoyenneté européenne. Alors, ça a donné lieu à énormément de débats, de prises de position politiques, parfois beaucoup d'incompréhension. La citoyenneté européenne ne se confond pas, je dirais, avec la citoyenneté nationale. Ou plus précisément, citoyenneté européenne ne signifie pas que nous sommes des ressortissants, des nationaux, en quelque sorte, de l'Europe, dans la mesure où l'Europe n'est pas un État. C'est quoi être citoyen européen ? C'est d'abord et avant tout être un ressortissant national. Un Français, un Allemand, qui a donc la citoyenneté de son pays, participe aux élections, s'intéresse à la vie politique, mais depuis 1993, il est en plus citoyen européen. C'est une citoyenneté additionnelle. C'est une citoyenneté additionnelle et le traité le précise ainsi. La citoyenneté européenne ne se substitue pas et en plus ajoute, ne remplace pas la citoyenneté nationale qui est liée à cette notion de ressortissant. C'est un petit cadeau en fait de l'Union européenne. C'est un petit cadeau, en effet, la formule je crois est tout à fait bien vue, dans la mesure où le traité de Maastricht notamment nous a permis d'obtenir de nouveaux droits, notamment des droits européens. Et vous parliez des passeports, notamment le droit à la libre circulation des personnes. Alors justement, voilà, on va en parler parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est un peu mis sur le gris. Quels sont finalement les droits qui sont attachés à cette citoyenneté ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Alors, il y en a plusieurs droits. Et là aussi, il faut comprendre qu'un citoyen, c'est une personne. Bon. Et une personne, je dirais, a plusieurs vies, plusieurs existences, plusieurs statuts. Il peut être travailleur. Donc, à ce titre, il peut se déplacer librement dans n'importe quel État membre pour trouver un emploi et exercer une activité. Un citoyen peut être étudiant. Donc, Erasmus, il va pouvoir travailler, étudier dans l'État qu'il souhaite. Ça peut être tout simplement un retraité. Ça peut être un touriste. La citoyenneté européenne nous permet de nous déplacer et de séjourner librement dans n'importe quel État membre de l'Union européenne. Et dans le cadre de l'espace Schengen, il n'y a aucun contrôle aux frontières. Mais un citoyen européen, c'est aussi quelqu'un qui va choisir ses électeurs. Et dans le cadre notamment des élections municipales, grande nouveauté du traité de Maastricht, un Allemand qui serait installé en France, qui résiderait à Tours par exemple, peut très bien participer aux élections municipales de Tours et même éventuellement être élu. C'est ce qu'on appelle le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, mais c'est aussi valable pour les élections européennes. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Elzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF
Alors Parlons d'Europe reçoit Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public spécialisé en droit de l'Union européenne à l'Université de Tours. Et nous venons de voir que les citoyens européens peuvent être inscrits sur les listes électorales, participer aux élections locales et même être élus. Alors par exemple, est-ce qu'un citoyen allemand ou polonais peut être élu maire à Tours ? Il ne peut pas être élu maire à Tours, il ne peut pas non plus être élu adjoint. On considère qu'il y a une limite tout de même à la citoyenneté européenne, dans la mesure où le maire ou ses adjoints participeraient notamment à l'élection des sénateurs. On estime que là, il y a une participation toute particulière à l'exercice de la souveraineté nationale. Bon, et comme la citoyenneté européenne est une citoyenneté additionnelle, il est hors de question de permettre à un non-national, quand bien même aurait-il le droit de vote et d'éligibilité, d'être élu à des postes de responsabilité de maire, par exemple, lui permettant de participer à l'élection des sénateurs. Donc il pourra être conseiller municipal, bien entendu, être inscrit sur une liste et être élu, ou tout simplement élire éventuellement une liste de conseillers municipaux. Alors je ne sais pas ce que ça a donné à Tours, mais je serais surpris qu'il n'y ait pas eu des citoyens européens qui aient participé à l'élection du maire lors des dernières élections. Oui, je crois qu'effectivement, il y en a eu. Et donc, en fait, la citoyenneté, pour résumer ce que vous venez de dire, je pense, ça nous donne le droit de participer pleinement aux élections locales, ce qui est assez logique puisque c'est l'endroit où nous vivons en Europe, et aux élections européennes puisque nous sommes citoyens européens. Et bien entendu, aux élections européennes. Ce sont les deux volets de ce droit citoyen qui est le fait de participer à la vie politique, donc locale lorsque vous résidez dans un autre État membre que le vôtre, mais également aux élections européennes. Alors quand vous êtes français, ça ne pose pas de difficulté quand vous résidez en France, mais pour des raisons professionnelles, je pourrais très bien vivre en Italie par exemple, et tous les 5 ans, eh bien, en Italie, pouvoir soit être inscrit sur une liste de parlementaires italiens et être élu, mais en tant que citoyen européen français, et si je ne suis pas sur une liste, bien entendu, participer à l'élection de la délégation italienne qui sera représentée au Parlement européen. Alors c'est un droit important quand même, cette affaire, je trouve. C'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Je pense que c'est, si on devait établir une sorte de hiérarchie ou une échelle des droits dans cette catégorie citoyenneté européenne, je crois que c'est le droit démocratique le plus important, avec celui tout de même lié à la libre circulation des personnes, tout de même. C'est le droit le plus visible, c'est le droit le plus participatif à la vie politique européenne, qu'elle soit locale ou précisément européenne dans le cadre du Parlement européen. Oui, alors libre circulation des hommes, libre circulation aussi des services, libre circulation des capitaux. Bien sûr, qui donc font partie du fameuse, comment pourrait-on dire, tétralogie, si je puis dire, du marché intérieur, puisque le marché intérieur composé des 28 espaces économiques européens qui ne forment plus qu'un maintenant, garantit la libre circulation des marchandises, des personnes, donc des travailleurs notamment, mais aussi des citoyens, tout simplement. Vous l'avez dit, des services également, et puis bien entendu des capitaux. Alors, il y a une question face aux droits que nous donne la citoyenneté européenne. Est-ce qu'il y a des devoirs du citoyen ? Il y a des devoirs du citoyen européen et c'est justement et très précisément inscrit depuis le traité de Lisbonne au passage, où il est indiqué que être citoyen européen, enfin c'était réaffirmé, c'est avoir des droits, mais également se soumettre à un certain nombre d'obligations. Alors on employait une expression qui était peut-être une expression un peu plus, alors comment pourrait-on dire, moralisatrice, moralisante. On dit qu'il y a des devoirs. Très concrètement, cela signifie que d'abord, être citoyen, c'est une responsabilité. Et peut-être que le premier devoir du citoyen européen, c'est de s'intéresser à l'Union européenne et de participer au grand moment démocratique européen, c'est-à-dire à l'élection du Parlement européen. Je vois cet aspect-là. Mais derrière cet aspect-là, il y a aussi toutes les contraintes juridiques. C'est-à-dire que nous sommes sans doute libres de nous déplacer, mais dans des limites qui sont définies par le traité. Donc le terme devoir, ici, il faut l'envisager sous son angle participatif, sans doute, d'un point de vue démocratique, mais aussi juridique, c'est que le citoyen est quand même soumis à un corps de règles européennes, notamment. Oui, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant. Alors, il y a quelqu'un dont on n'a pas du tout parlé encore, mais qui, je crois, occupe quand même
une place importante. D'ailleurs, aussi bien au sein des institutions que nous avions vues la dernière fois, mais peut-être aussi pour la citoyenneté européenne, c'est le médiateur. Le médiateur européen, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est cette personne ? Bien sûr, rapidement. Le médiateur européen, c'est une institution qui a été, je dirais, importée dans le cadre communautaire au départ, enfin dans l'Union européenne surtout, de ce qui existait notamment dans les pays scandinaves, avec l'ombudsman. C'est celui qui va faire une médiation, tenter une médiation entre le citoyen mécontent et les institutions. Alors le médiateur européen est élu par le Parlement européen et c'est lui qui va être, je dirais, sollicité, contacté par nous, les citoyens européens, lorsqu'on estime qu'il y a un cas de mauvaise administration, lorsque l'on n'est pas satisfait d'une demande que l'on aurait formulée à une institution européenne, mais qui tarderait à nous répondre. Donc on va voir cette personne pour trouver une solution qui ne soit pas une solution contentieuse, mais une solution qui passera par une médiation, précisément. Une justice plus quotidienne, c'est finalement, une justice plus quotidienne. Pour les citoyens. Donc, en fait, la citoyenneté européenne, bien, ça forme un ensemble important, un enjeu qui n'est pas négligeable, visiblement, pour le succès du processus d'intégration européenne. Quand il y a des nouveaux entrants, ils deviennent automatiquement citoyens européens, donc c'est important. Et alors, il y aurait beaucoup d'autres éléments qu'il faudrait voir, la Charte des droits fondamentaux. Oui, très important. Alors, on n'a plus vraiment le temps, donc on ne va pas pouvoir l'aborder, mais nous consacrerons une émission à cette Charte des droits fondamentaux. Avec plaisir. Et j'espère que vous reviendrez pour le faire avec moi. Assurément, j'en serai ravi. Pierre-Yves Monjal, donc je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'université François Rabelais à Tours. Vous êtes spécialiste de droit de l'Union européenne. Et je vous remercie d'être venu nous parler de cette citoyenneté. À bientôt et merci. Merci beaucoup, madame.